L'Euro est terminé, ça y est. Un Euro un petit peu, voire très mitigé quand même au niveau du jeu. On s'est pas mal ennuyé, il y a eu peu d'équipes emballantes, peu de matchs avec du jeu dynamique. Moi personnellement, j'en retiens deux, trois enseignements et c'est sur ça qu'on va revenir ensemble aujourd'hui. Les trois choses à retenir, les trois points que je ressors. Et puis à la fin, on abordera un petit peu le sujet du Ballon d'Or rapidement. Vous verrez pourquoi. Mais on va aller tout de suite vers le premier enseignement. Le football a gagné. On peut encore jouer au football et remporter un trophée majeur. J'en avais parlé sur Twitter, mais tout au long de la compétition, j'ai eu un curieux feeling, sans vraiment de justification, juste un pressentiment, que la finale, ce serait entre l'Angleterre et la France. Et parce que en fait, je me disais, ouais, ça propose pas des choses incroyables, loin de là même, mais ils s'en sortent toujours. Et du coup, en pensant ça, j'étais un peu blasé. Je me disais, mais quel message au fond est-ce que ça renvoie? Si la finale c'est France-Angleterre, si c'est le jeu que tu dois proposer pour arriver en finale, qu'est-ce qu'on doit penser du football finalement? Heureusement pour ce sport, l'équipe qui a emporté le tournoi ne fait pas partie de cette catégorie-là. On était tous assez unanimes pour dire que l'Espagne était la plus plaisante à voir, la plus développée aussi sur différents aspects du jeu. C'est d'ailleurs la seule qui est à la fois top 3 de la possession, mais aussi du nombre de grosses occasions de but qu'elle s'est procurées, presque 10 de plus que le second, et du PPDA, donc un indicateur d'intensité. Comprenez que les adversaires de l'Espagne avaient en moyenne le temps de faire environ 9 passes dans leur propre camp, à eux, aux adversaires, avant qu'un Espagnol tente une intervention défensive. Donc on avait le trio contrôle du ballon, force offensive et intensité défensive. J'ai envie de dire merci pour tout. Et ce qui était agréable également, c'est qu'on a senti la volonté d'utiliser toutes les dynamiques de jeu possibles. Donc que ce soit les attaques placées, plus patientes, mais aussi les contre-attaques éclairs, avec les deux flèches, Nico et Yamal. L'Espagne, c'est l'équipe qui a eu le plus de frappes sur contre-attaque dans cet Euro. Et même si on divise par le nombre de matchs joués, ils sont premiers. Donc ouais, on a vu tout à l'heure qu'ils avaient eu 58% de possession, ce qui est significatif, mais pas excessif. Et c'est vrai que ce côté plus dynamique a joué dans l'appréciation globale des observateurs. On s'est pas ennuyé. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est quelque chose qu'a compris un autre coach espagnol cette saison, Luis Enrique. Paris, c'était la deuxième équipe avec le plus de tirs sur contre-attaque cette saison dans les 5 premiers championnats européens, juste derrière Montpellier. Et après, est-ce qu'il a fait ça parce que l'effectif était plus adapté à ce style de jeu? Ça, on le verra au fil des saisons. Mais je pense et j'ose me dire que les entraîneurs comprennent aussi que quand le jeu le veut, ça peut être intéressant de lancer une attaque rapide au lieu de relancer, recommencer un cycle de possession en la redonnant aux centraux. Après, en soi, chacun son style de jeu. On sait que Guardiola, malgré qu'il s'ouvre un peu plus à la transition, reste ultra friand du contrôle. Et en soi, on va pas lui donner tort parce qu'il l'explique lui-même. Plus tu as le ballon, moins l'adversaire a l'opportunité de te faire mal, puisqu'ils ont besoin du ballon pour attaquer. Guardiola va donc, même dans la possession de son équipe, adopter une réflexion, une approche défensive pour que les joueurs soient déjà tous bien placés à la perte du ballon et limiter le déséquilibre. C'est un coach qui du coup va te mettre Bernardo Silva ailier droit, jouer avec des ailiers de contrôle comme lui et Grealish, ce qui est pas forcément emballant sur le papier, même si dernièrement on pourrait penser qu'il souhaite ramener des joueurs un petit peu plus déséquilibrants comme Doku. Puis nous on a notre Deschamps national qu'on a vu parfois mettre des milieux centraux ailier gauche de compensation. Alors en soi, tant que ça gagne, il y a pas vraiment de jugement à porter. Moi, je suis pas fan de ce type de jeu, mais par contre, ça reste une manière de gagner, et c'est pas parce que c'est moins beau que c'est moins tactique. Faut vraiment dissocier les deux, je pense. Quand les instances nationales discutent des objectifs avec un sélectionneur juste avant une compétition, ils vont pas lui dire on veut que tu fasses du contre-pressing. Ils vont lui dire on veut que tu atteignes la demi-finale, la finale, etc. En revanche, c'est sûr que quand tu t'es cogné à une équipe comme ça, avec un jeu pas forcément reluisant, et qu'en plus tu perds, c'est quand même assez déceptif. Plus le temps passe, plus les entraîneurs deviennent frileux, j'ai l'impression, dans les gros tournois. Et on appelle ça d'ailleurs limiter les événements. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il se passe le moins possible de choses pour attirer le moins possible de risques. Mais du coup, nous, derrière, à la télé, forcément, on en pâtit. Après voilà, dans tous les cas, l'Espagne a remporté l'Euro en jouant bien, donc on les félicite, c'est mérité. Deuxième enseignement, la jeunesse au pouvoir, tout simplement. Là, je vous mets Yamal, 16 ans, 17 à l'heure actuelle, qui remporte donc le titre du meilleur espoir de la compétition, décisif à toutes les rencontres de la phase finale, 8 occasions claires créées par la passe, donc 8 caviars, 8 passes qui pourraient être décisives. Aucun joueur n'a fait mieux dans un Euro,
depuis que les données sont disponibles en 1980. Pensez à toutes les légendes qui ont joué des euros entre-temps et qu'aucun d'entre eux n'a fait plus que 5. Yamal, 16 ans, c'est 8. On a aussi pu voir briller son coéquipier Nico Williams, d'ailleurs possible futur coéquipier au Barça également, moins décisif dans cet euro mais très remuant et puis qui marque un but en finale. Sur les 15 joueurs qui comptent au moins 3 contributions directes, donc but plus passe décisive, 7, donc presque la moitié, ont 23 ans ou moins. Yamal, Mikotadze, Simons, Musiala, Bellingham, Williams et Güler, de nombreux visages de la prochaine génération, voire de la génération actuelle tout court finalement. 9 qui ont moins de 26 ans, donc plus de la moitié. Et puis, je vous avais fait participer à un sondage pour élire les 22 meilleurs joueurs de l'Euro. Même chose, dans les 22, il y a 9 joueurs de 23 ans et moins, un au moins à chaque ligne. Il y a un truc très symbolique qui se passe sur ces dernières saisons. Les légendes de notre génération prennent leur retraite ou bien quittent les championnats principaux. Et puis, les jeunes émergent, prennent ce sport à leur compte. Et ça y est, un nouveau cycle prend forme. Et ça m'amène aussi sur le troisième enseignement. Les cadres ont déçu. En tout cas, de nombreux joueurs attendus n'ont pas été à la hauteur. Avant l'Euro, de nombreuses personnes mettaient Kane, Mbappé ou même Foden et Bellingham dans le débat du Ballon d'Or, disaient que l'Euro allait sans doute les départager. On a aussi Vinicius, mais lui à la Copa finalement. Et puis voilà, on n'a pas été plus convaincus que ça, même si en l'occurrence, ils ont, pour les premiers cités, comme point commun d'avoir évolué dans des équipes peu emballantes. Donc est-ce qu'il y a une corrélation? Ça, je l'ignore. Mais c'est vrai qu'on a surtout eu des belles surprises en fait au final, comme Koundé, Fabian Ruiz, Cucurella par exemple, mais même un joueur comme Kokorashvili. Voilà, on a plus été emballé par des jeunes, par des joueurs moins attendus que nos grosses stars de la saison. Au final, c'est un peu la même chose pour les équipes, que ce soit la France ou l'Angleterre dont on a déjà parlé, mais même le Portugal ou l'Italie, voilà, tout n'était pas honteux, mais c'était au global pas franchement convaincant. C'est ça le mot. On n'a pas été convaincus. Alors il y a pas mal de débats sur est-ce que c'est parce que la plupart des grosses équipes ont des joueurs qui ont beaucoup joué dans la saison, ils sont cuits quoi. C'est vrai qu'on a eu quelques joueurs qu'on sentait vraiment dans le mal physiquement. On peut prendre ça en compte. De toute manière, c'est un ensemble de choses qui ont fait que. Bon, pour finir, on disait juste avant que la plupart des joueurs attendus, des joueurs très référencés avaient déçu. Mais il y en a un qui a su tirer son épingle du jeu, c'est Rodri. Il a été élu meilleur joueur du tournoi. Bon, Rodri est très fort. C'est l'un, voire le meilleur milieu de terrain. Dans mes données, il a le plus haut équilibre entre ce qu'il apporte et ce qu'il coûte à une équipe. Moi-même, j'en parle assez souvent. Je parle régulièrement de lui sur Twitter. Je le mets en avant parce que ce sont justement des joueurs qu'il faut mettre en avant, qu'on voit pas forcément dans les statistiques classiques. J'avais même été littéralement outré qu'il ne soit pas dans le 11 de la FIFA 2023. Maintenant que ça c'est dit, on va quand même discuter de quelque chose. Rodri était-il le meilleur joueur de l'Euro 2024? Et on va regarder juste au sein de son équipe. Carvajal et Cucurella font par exemple une excellente compétition. Carvajal très complet, très important avec son expérience et son vice. Cucurella, le joueur de l'équipe avec le plus d'actions défensives réussies, mais aussi avec le plus haut pourcentage de duels défensifs et aériens remportés parmi ceux qui en ont joué un certain nombre. Après là, c'est terrible à dire, mais les latéraux, parce qu'on parle des gardiens, on parle des milieux, mais les latéraux ne sont, j'ai l'impression, presque jamais respectés. On met pas de latéraux dans les discussions de meilleurs joueurs, enfin très très rarement, alors que c'est un poste qui nécessite une grosse polyvalence, beaucoup d'endurance, vraiment un poste très prenant. Tu te manges quand même les ailiers, donc les joueurs qui en général sont les plus rapides et dribblent le mieux. C'est vrai qu'on délaisse souvent ces joueurs-là dans les débats. En remontant d'un cran sur la même ligne entre guillemets que Rodri, on a deux autres bons concurrents pour le titre. Olmo, qui est clairement un game changer. Il y a Pedri qui se blesse, il arrive, donc il avait mis une passe décisive contre l'Albanie, et puis après, un but contre la Géorgie, un but et une passe contre l'Allemagne, puis un but contre la France, en étant très juste dans le jeu, très fort. Puis on a aussi celui qui a choqué tout le monde, Fabian Ruiz, qui pour le coup compte 2 buts et 2 passes décisives, beaucoup d'apports, une bonne projection dans la surface aussi. Quand tu compares les données avancées de Rodri et de Ruiz sur cet Euro, il est devant dans les domaines avec ballon. Donc dribble, tir, passe et course progressive, mais aussi passe offensive. Et puis du coup, pour terminer, on a également le petit Lamine Yamal, dont on a parlé en début de vidéo, décisif à toutes les rencontres de la phase finale, avec le plus de grosses occasions créées par la passe sur un Euro depuis 1980, parmi les joueurs qui ont réussi le plus de dribbles aussi. Enfin, moi, je me posais la question et je me disais, dans 10 ans, quand je vais repenser à cet Euro 2024, qui me viendra en premier? Quel joueur sera associé à cet Euro?
Et je pense personnellement que c'est Lamine Yamal qui arrivera en premier dans mon esprit. C'est évidemment pas scandaleux que Rodri le prenne, hein, mais ça restait intéressant de parler de ça. D'autant plus que dernièrement, Rodri est parfois surintellectualisé. Il est souvent cité comme déjà le joueur parfait qui n'a pas de défaut. Rodri, c'est en effet un excellent élève de la possession, comme d'ailleurs l'ensemble des 6 à qui Guardiola a offert la place de titulaire dans ses équipes. Il faut un certain standing, ça, il n'y a pas vraiment de débat. Mais hors possession, alors il est excellent dans les airs, ça, très bon jeu aérien, faut le noter, mais c'est pas le 6 avec la meilleure science défensive. J'en ai discuté avec des citizens, ils sont plutôt d'accord là-dessus. Il est souvent débordé, par exemple. Il a un taux de réussite dans ses duels défensifs qui est très bas pour un milieu défensif. On le rappelle, c'est par exemple l'Espagnol qui a subi le plus de dribbles dans cet Euro. Donc voilà, ça reste notable. Aujourd'hui, les compétences défensives pures passent certes en second plan dans les équipes de possession. Quand on regarde, même pour les défenseurs centraux, même pour les gardiens, où la relance compte plus que les arrêts. Mais voilà, c'était un point à souligner. Il n'est pas parfait, non, il a des failles lui aussi et c'est pas grave. Je pense que comme justement c'est un joueur qui va beaucoup apporter sans forcément qu'on le perçoive directement, c'est de là que va venir la fameuse surintellectualisation dont je parlais, qu'en réalité ça va être utilisé un petit peu à tout bout de champ. En fait, s'il fait un match neutre, on va te dire « Ah mais non, non, c'est juste que toi tu comprends pas le foot. Son apport est invisible, c'est là toute sa force. » Et il y a un petit peu un truc comme ça alors qu'il en a pas besoin. On sait très bien à quel point il est fort et s'il fait un match quelconque, il fait un match quelconque, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, c'est pas nécessairement pour parler de Rodri en lui-même que j'aime beaucoup, mais surtout du fait que certains s'embêtent même plus et que s'ils savent pas expliquer ce qu'il a apporté, ils vont te dire que en fait ceux qui connaissent le foot peuvent le comprendre et puis voilà, c'est tout. C'est un petit peu imbuvable comme argumentaire si on peut dire ça. Enfin bref, moi d'ailleurs qu'il soit Ballon d'Or ou pas, ça me choquerait pas plus que ça. Je trouverais pas ça injuste et insensé. Je crois qu'il a perdu un seul match cette saison, qu'il a plus d'ailleurs de trophées que de défaites. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, un petit peu hallucinant. C'est un joueur voilà très important, mais juste s'il vous plaît restez lucide. Peu importe le niveau d'appréciation que vous pouvez avoir pour tel ou tel joueur, mais n'allez pas dire à quelqu'un qu'il ne comprend rien au foot parce qu'il dit que Fabien Ruiz a, selon lui, fait un meilleur Euro. Enfin, s'il a des arguments, voilà, vous argumentez aussi, mais même s'il dit que Vinicius mérite plus le Ballon d'Or, toutes les positions se défendent. C'est pas une question de ne rien comprendre au foot. Voilà toute l'équipe, voilà mon résumé un petit peu de l'Euro, enfin dans des enseignements que j'ai pu en tirer. C'est terminé, on va à présent pouvoir passer au mercato. Moi, je vais continuer les vidéos que je vous fais tous les dimanches, le petit tour mercato, on fait le point sur les arrivées marquantes. Et puis, en attendant dimanche, je vous dis à bientôt l'équipe.